Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo de cette semaine. À partir de début mai, je devrais recommencer à faire les vidéos le samedi parce que l'école va se terminer. Donc mon année préparatoire va être finie. Et donc je vais pouvoir recommencer à faire des vidéos comme régulières chaque semaine, chaque samedi. Donc ça va être tant mieux comme ça. Et sinon, aujourd'hui, je vous arrive avec un sujet assez étonnant pour certains, pour d'autres peut-être pas. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une mamie, mais c'est une mamie très très spéciale, une personne âgée, une dame âgée, vraiment spéciale. Elle ne dégustait pas de paparman, elle ne jouait pas au Scrabble, elle ne faisait pas non plus de mots cachés assise sur sa véranda. Non, elle, ce qu'elle aimait, c'était assassiner ses chambreurs. Donc, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Nous sommes le 11 novembre 1988 à Sacramento, aux États-Unis, alors que le service de police reçoit un appel signalant une disparition. Effectivement, c'est une travailleuse sociale qui signale la disparition d'un de ses patients ou un de ses clients qu'elle n'a pas eu de nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Ce patient s'appelle Bert Montoya, âgé de 51 ans, souffrant de schizophrénie. Effectivement, l'homme était inscrit dans une genre de maison d'aide qui était située au 1426 F Street à Sacramento. Depuis plusieurs jours, l'homme n'a pas donné signe de vie, il ne l'a pas contacté, elle essaie de le contacter, ça ne fonctionne pas. Bien évidemment, il y a un problème et on sait qu'il souffre de schizophrénie, donc il faut vraiment savoir si l'homme a pris ses médicaments, s'il n'a pas pris ses médicaments, où est-il, qu'est-ce qui se passe. Et là, ben, la travailleuse sociale, elle s'était présentée déjà au 1426 rue F Street et elle s'était fait dire par la dame qui entretenait cette maison que l'homme, Bert, ben, était parti au Mexique quelques jours rejoindre son frère. Or, c'était assez étonnant que cet homme fasse ça parce que, ben, effectivement, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de permis et ben, il souffrait de schizophrénie, donc il ne pouvait pas partir sans aviser d'abord sa travailleuse sociale. Donc, les policiers, malgré le fait que ce soit un homme adulte, puisqu'il était malade, eh bien, ils vont prendre la déposition de la travailleuse sociale ben, au sérieux. Donc, ils vont se rendre eux-mêmes au 1426 rue F Street à Sacramento et ils vont grimper les escaliers de cette superbe maison. Ils vont frapper à la porte. Et lorsque celle-ci va s'ouvrir, étonnamment, eh bien, les policiers vont être très surpris de savoir qui ouvre cette porte. En effet, il s'agit de Dorothy Puente, une dame âgée qui a décidé de consacrer le reste de sa vie à aider des gens dans le besoin, donc à faire d'eux des chambreurs, des personnes malades psychologiquement, des personnes qui sont handicapées, des personnes seules, des gens vivant dans la rue. Elle a décidé de les héberger pour ainsi les aider du mieux qu'elle le pouvait. Lorsqu'elle ouvre la porte, c'est en fait une toute petite dame, vraiment minuscule. Elle porte des lunettes, elle a les petits cheveux grisâtres, elle a un magnifique sourire et elle semble vraiment être le genre de mamie qui fait des petits gâteaux le week-end pour ses petits-enfants. Or, au cours de l'enquête, ben là, on va découvrir que c'est tout à fait l'inverse. Les policiers vont donc demander à Dorothy Puente où se trouve Bert Montoya et celle-ci ben, va répondre la même chose qu'elle a répondu à la travailleuse sociale qui, par ailleurs, eh bien, est avec les policiers au moment où ben, ils sonnent à la porte. Donc, la travailleuse sociale, les policiers et Dorothée ben, se retrouvent face à face. Et elle va répondre la même chose que Bert est parti au Mexique et blablabla. Or là, les policiers veulent entrer pour pouvoir aller dans la chambre de Bert pour savoir s'il n'aurait pas laissé une note de départ pour dire quand il reviendrait, à quelle adresse il est, pour justement ben, être en mesure que la travailleuse sociale puisse suivre le dossier.
Dorothée va dire oui, vous pouvez rentrer. Donc, ils vont entrer dans la maison. La maison semble tout à fait banale. Il y a beaucoup de personnes, surtout des personnes âgées qui s'y trouvent. C'est tous des personnes qui ont des problèmes, qui ont des maladies psychologiques ou encore qui sont handicapées d'une façon ou d'une autre, ou des personnes, des veuves ou des veufs. Et là, ils vont entrer dans la chambre de Bert et ils vont la fouiller. Mais malheureusement, ils vont découvrir absolument rien. Il n'y a pas de note qui a été laissée. Et la plupart de ses objets personnels sont encore dans sa chambre. Donc là, effectivement, ça va éveiller des soupçons. Mais puisqu'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de corps, il n'y a rien, ils vont redescendre au rez-de-chaussée. Ils vont croiser d'autres personnes âgées et ils vont leur demander c'est quand la dernière fois qu'ils ont vu Bert. Eh bien, effectivement, il y a d'autres chambreurs qui vont répondre que ça fait déjà plusieurs jours qu'ils ont vu Bert et que celui-ci était parti justement au Mexique rejoindre son frère. Alors là, les policiers sont pas vraiment en mesure de savoir si c'est un acte criminel, un homicide ou un suicide ou une disparition volontaire. Donc, selon la justice, effectivement, Bert est au Mexique. Donc, ils vont repartir de la maison avec la travailleuse sociale. Et lorsqu'ils vont se retrouver sur la véranda, la travailleuse sociale va regarder le policier en chef de l'enquête, entre parenthèses, et elle va leur dire « À votre place, je reviendrai accompagnée de pelles pour fouiller le jardin. » Très étrange, la travailleuse sociale. Oui, en effet, elle avait remarqué que dans le jardin, il y avait beaucoup de buttes de terre et ça lui a semblé assez suspect. Pourquoi? Elle est vraiment gore, cette travailleuse sociale. D'après moi, elle devait regarder beaucoup de films d'horreur et heureusement, c'est sans doute ce qui va sauver les autres chambreurs. Les policiers vont dire, bon, ok, ils vont revenir avec des pelles. Or, ils étaient 3 policiers et il n'y avait que 2 pelles. Donc, il y en a un qui va demander à Dorothée s'ils peuvent emprunter sa pelle pour pouvoir creuser le jardin. Elle va accepter et ils vont se mettre à creuser. Pendant qu'ils creusent, un des policiers va tomber sur quelque chose de dur, quelque chose qui semble être une racine d'arbre. Effectivement, des racines d'arbre, on sait que ça peut parcourir des mètres et même des kilomètres. Donc, il va essayer de trancher la racine en 2 et c'est très très dur là. Et lorsqu'il va être capable de la déterrer, il va remarquer que ce n'était pas une racine, mais que c'était en fait un os. Donc, immédiatement, la fouille va s'arrêter. Ils vont mettre le périmètre de sécurité autour du jardin de Dorothée Puente et ils vont arrêter immédiatement les recherches pour les reprendre le lendemain matin, soit le 12 novembre 1988. On vient de trouver un os. Est-ce un os humain? Est-ce un os animal? Les recherches nous le diront. Pendant que les policiers s'affairent à creuser le jardin, nous, on va faire une récapitulation en fait de la vie de Dorothée Puente, dans quel environnement elle est née, comment elle a pu devenir une potentielle tueuse. Donc, Dorothée Helen Gray est née le 9 janvier 1929 en Californie de 2 parents alcooliques qui l'ont, elle, ainsi que ses frères et sœurs, négligée autant moralement, psychologiquement et physiquement tout au long de sa petite enfance. Donc, elle était obligée pour se nourrir de fouiller les poubelles du quartier et c'était souvent, la plupart du temps, les voisins qui donnaient à manger aux jeunes enfants, donc aux jeunes Gray. Malheureusement ou heureusement pour eux, en 1933, alors que Dorothée Gray est âgée de 4 ans, son père va décéder d'une crise de foie. Elle est donc seule avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Malheureusement, encore une fois, ou heureusement pour elle, 2 ans plus tard, alors qu'elle est âgée de 6 ans, sa mère va suivre son père dans la tombe. Donc elle aussi, elle va décéder. Elle est décédée et Dorothée va se retrouver orpheline. Donc elle va être chambranlée de orphelinat en orphelinat pas mal toute son enfance. Mais quelques années plus tard, elle va être adoptée par une famille vivant en Californie. En 1946, alors qu'elle est âgée de seulement 17 ans, Dorothée Gray va se marier pour la première fois et malheureusement, son mariage va durer que 2 ans puisque son mari va mourir d'une crise cardiaque, soit en 1948. Et aujourd'hui, sachant la personnalité de cette femme, permettez-moi d'en douter. Là, Dorothée va se retrouver veuve, va se retrouver seule, elle n'a pas d'emploi et pour avoir de l'argent, elle va commencer à falsifier des chèques. Par contre, elle va être retrouvée et elle va être condamnée à seulement 1 an de prison, mais elle va ne purger que 6 mois et ressortir par la suite pour bonne conduite.
De sa libération, quelques semaines plus tard, elle va tomber enceinte d'un homme qu'on ne connaît pas et qu'elle-même ne connaissait qu'à peine. Puis cet homme va partir et Dorothée va mettre au monde une fille. Et à la naissance, eh bien, elle va faire placer la petite fille en orphelinat, donc elle va l'abandonner. Et c'est peut-être mieux ainsi. En 1952, Dorothée va se marier pour la deuxième fois avec un homme du nom de Axel Johansson qui, lui, la maltraite psychologiquement, physiquement aussi. Environ 8 ans après son mariage, Dorothée va commencer le métier de prostituée. Donc, elle va faire les rues, elle va faire son travail et elle va souvent être emprisonnée pour des petits délits, soit pour prostitution, pour vagabondage, pour aussi falsification de chèques. À chaque fois, elle va écoper d'environ 90 jours de prison, mais va en ressortir, puis elle va recommencer à chaque fois et à chaque fois. Moi, la question que je me pose, c'était: où était son mari pendant ce temps-là? En 1964, soit 4 ans après le début de son métier de prostitution, Dorothée va trouver un travail comme aide-soignante. Donc, ça consiste tout simplement à se rendre chez des patients, s'occuper de ces patients, donc leur donner à manger, leur donner à boire, leur donner le bain, changer leurs couches, s'occuper d'eux, donc jouer avec eux, faire des mots cachés, bon, peu importe. Et en fait, c'est parfait pour elle parce que c'est un métier qui ne prend pas d'études. Donc, immédiatement, elle peut commencer à faire de l'argent sans avoir à en débourser pour faire des études, pour faire ce métier-là. Ça prend très peu de qualifications finalement à cette époque et c'était juste parfait pour elle. Et c'est vraiment là qu'elle va découvrir une passion pour faire ça, mais pas dans le bon terme. En 1966, soit 2 ans après avoir commencé le métier d'aide-soignante, elle va divorcer d'Axel Johansson pour se marier à un homme du nom de Roberto Puente et c'est à partir de là qu'elle va prendre ce nom de famille, donc qui va devenir Dorothée Puente. Cet homme est âgé de 19 ans de moins que elle. Donc, en 1966, elle était âgée de 37 ans. A few moments later. Elle était mariée à un homme de 18 ans. En 1981, Dorothée, elle est tannée de se promener de maison en maison, aller chez des patients et elle décide d'ouvrir sa propre maison d'aide de soins à des personnes en difficulté, soit des handicapés, des personnes veuves, des personnes avec des troubles mentaux. Et c'est vraiment là qu'elle va louer la maison au 1426 rue F Street à Sacramento. Donc, elle va héberger des personnes qui vont devenir ses chambreurs. Quelque temps après, grâce à un ami, elle va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Ruth Monroe. Elles vont devenir vraiment, vraiment très, très proches, de grandes amies. Et l'homme qui les a présentées, va finalement se marier avec Ruth. Et quelques temps plus tard, il va tomber malade. Il va être obligé de se faire hospitaliser à l'hôpital. Et là, Ruth se ramasse toute seule. Et une femme de 61 ans, vivant toute seule, c'est difficile pour le moral, c'est difficile aussi pour la sécurité. Donc, on se sent moins en sécurité. Elle avait peur. Elle en a fait part à Dorothée, qui, elle, va lui dire « Écoute, tu pourrais peut-être venir vivre chez moi. » Donc, Ruth va accepter, effectivement. Elle va venir vivre chez Dorothée et va emménager le 11 avril 1982 et cela va prendre seulement 2 semaines avant que Ruth Monroe décède. Donc, durant les 2 semaines où Ruth habitait avec Dorothée, tout se passait bien au départ. Elle s'entendait très, très bien. Puis, Dorothée a proposé à Ruth d'ouvrir un café. Donc, Ruth a accepté et Ruth a mis toutes ses économies dans ce café. Et le café était à leurs 2 noms à eux. Donc, c'était ici une autre façon de se faire de l'argent tout simplement. Le café n'était pas situé très très loin de la maison. En fait, il était en face. Donc, c'était assez facile de pouvoir chevaucher maison-travail, maison-travail. Et là, au fur et à mesure des jours, Ruth va commencer à tomber malade. Elle va se sentir mal. Elle va avoir des vertiges, des vomissements, se sentir très, très fatiguée. Et le fils de Ruth, qui s'appelle Bill, eh bien, Bill va souvent venir rendre visite à sa mère et lui dit « Ne t'inquiète pas, maman, Dorothée va prendre soin de toi. » Et ça, on le voit dans beaucoup d'entrevues. En fait, c'est un petit documentaire qui se trouve, je pense, sur Netflix, si je me trompe pas. Qui parlait justement de Dorothée Puente. Et Bill apparaît souvent, fréquemment dans le documentaire et il se sent extrêmement mal aujourd'hui, sachant que c'est Dorothée qui a assassiné sa mère de lui avoir dit ça. Bref, et
plus les jours avancent et plus Ruth se sent extrêmement mal. À la fin, elle ne pouvait plus se lever de son lit. Elle était incapable de boire, incapable de manger. On peut penser à un empoisonnement, sûrement que Dorothée mettait de la mort au rat ou un autre poison dans le thé que Ruth buvait. Dorothée disait que ce thé-là, la guérirait, alors qu'effectivement, au final, ça l'a tuée. C'est le 26 avril 1982 que Ruth Monroe va rendre l'âme seule couchée dans son lit. Dorothée va contacter la famille de Ruth qui, eux, vont contacter Bill pour annoncer le décès de sa mère. Lorsque Bill va entrer dans la chambre de Ruth, donc de sa mère, il va réaliser qu'il y a beaucoup de médicaments qui traînaient un peu partout sur les meubles, par terre, et c'était des médicaments bleus. Et il y a certains contenants de médicaments qu'il a remarqué qui n'étaient pas au nom de Ruth, mais au nom de Dorothée. Donc, pourquoi des médicaments de Dorothée se retrouveraient dans la chambre de Ruth? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'enquête. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'autopsie sur le corps de Ruth. Ils ont simplement constaté qu'elle était morte de façon naturelle. 61 ans, bon, c'est quand même jeune pour mourir de façon naturelle, mais qui sait, peut-être qu'elle avait une maladie que les gens ignoraient, que les médecins ignoraient et qu'elle serait morte de ça. Donc, il n'y a pas vraiment eu de suite à ça. Son décès a été classé au tout départ comme étant une mort naturelle. Mais Bill, lui, par contre, n'a jamais accepté le fait que sa mort soit classée de telle façon puisqu'il était persuadé que Dorothée avait joué un rôle là-dedans et il ne lâchera jamais, jamais le morceau. Et là, Dorothée va quand même continuer d'héberger des chambreurs. Et là, elle va avoir la brillante idée, en fait, de signer les chèques à leur place. Donc, elle signe des chèques pour les allocations qu'elle empoche. Elle paye des choses avec. Et là, elle va se faire coincer, justement, à avoir signé des chèques à la place de certains patients ou de certains chambreurs. Dès qu'il paye, et elle va ressortir en 1985. Elle va revenir dans sa maison à Sacramento et elle va continuer à s'occuper de ses chambreurs. Et lorsqu'elle sort, elle reprend la maison, elle continue ainsi de détourner l'argent des chambreurs. Elle va faire ça pendant 3 ans jusqu'en 1988. C'est là qu'on revient à l'enquête. Où est Burt Montoya? Donc, les fouilles vont commencer le 11 novembre. Là, c'est ainsi que les policiers vont découvrir ce qui ressemblerait à un os. Les fouilles vont s'arrêter jusqu'au 12 novembre, soit le lendemain. Le lendemain, il va y avoir une équipe policière, des enquêteurs, des médecins légistes, des anthropologues judiciaires. Ils vont tous venir fouiller la cour de Dorothée Puente. Et là, au 12 novembre, il n'y a pas que le corps policier qui est dans le jardin, il y a aussi de nombreux médias. Effectivement, à cette époque, il était très rare qu'une femme soit accusée ou pointée du doigt pour un meurtre ou des meurtres ou des disparitions étranges. Et là, tous les médias vont vraiment être autour de la maison. Si j'ai des photos, je vais vous les montrer, mais c'est sûr qu'il y en a. C'était vraiment un carnage, la rue F Street. Et puis, Dorothée était tellement stressée qu'elle a demandé aux policiers si elle pouvait pas aller prendre un café. Donc, il y a un des policiers qui va justement la raccompagner jusqu'au café en face, donc son café à elle, justement parce qu'il y avait trop de médias. Et il va retourner faire les fouilles. Donc, il continue. Pendant les fouilles, ils vont trouver 2 corps. Ils vont trouver des jambes. Ils vont trouver une partie de corps, donc des mains, des pieds. Ils trouvent tellement de corps qu'il y a un des policiers qui va demander à un autre policier d'aller chercher Dorothée au café parce que là, ils ont des questions à lui poser. Lorsque le policier arrive au café, Dorothée Puente n'est plus là. Donc, la femme de 59 ans s'est enfuie. Les fouilles vont durer du 12 au 15 novembre 1988 avec les enquêteurs, les anthropologues, les médecins légistes. Et ils vont vraiment fouiller au grand complet. Puis, en tout, il y a 7 cadavres qui vont être retrouvés, dont un qui lui manquait une tête. L'enquête pour retrouver Dorothée Puente va aussi continuer jusqu'au 17 novembre où elle va être reconnue dans un bar de Los Angeles par un homme qui justement, lorsqu'il était rentré chez lui, il avait ouvert la télé, il a remarqué que la femme avec qui il venait tout juste de prendre un verre était recherchée. Donc, il a contacté la police de Sacramento et ils leur ont dit que Dorothée Puente était dans un tel bar. Puis,
les policiers se sont ramenés au bar et ils ont arrêté Dorothée Puente. Elle est emmenée au commissariat de police pour un interrogatoire, mais la femme ne répond absolument rien. Elle se dit innocente de tout. This whole thing got started was because of this last individual, right, Montoya. Now his disappearance is very suspicious. I can tell you that. Even the things that you said didn't even quite connect with what the other individual told us when she spoke to you. Well, you know, I didn't think I was ever going to have to remember everything. But there's just a lot of inconsistencies. Now, as far as the social worker, he had no relatives known to her and never mentioned of any. But he had mentioned at one time that he wanted to move from your place. Mm-hmm. He didn't want to stay there anymore. And then we talked to Mr. Sharp. Mm-hmm. And Mr. Sharp says he hasn't seen him for 3 months. But you said the other day. Yeah, and the social worker hasn't seen him. So who is lying to me? Mr. Sharp also told us that you had told him to lie. I did not. About saying that he was there because he later told us that. I did not. Quand même des bons arguments parce que jusqu'à maintenant, les cadavres n'ont pas été identifiés. Hein? L'enquête est toujours en cours. Et là, elle dit que la maison, elle a plus de 100 ans. Il y a plusieurs propriétaires qui ont habité, il y a plusieurs locataires qui ont habité cette maison. Cette maison, elle a de l'histoire. Peut-être que c'est des os humains, peut-être que c'est des os animaux. On ne le sait pas encore. Et si c'est des os humains, peut-être que c'est un ancien cimetière, peut-être que c'est les anciens propriétaires qui ont commis des crimes avant de quitter la maison. Elle va vraiment se trouver des arguments pour s'innocenter de tout ça. Et jusque-là, effectivement, ça peut se tenir parce qu'il y a beaucoup de maisons qui vont être construites sur des anciens cimetières et il n'est pas rare qu'on retrouve des cadavres dans le jardin. Mais là, par contre, effectivement, si c'était que ça, je vous en parlerai pas aujourd'hui. Alors là, par chance, les analyses médico-légales étaient quand même pas si pires à cette époque et c'est ainsi qu'on a pu découvrir l'identité des cadavres qu'il y avait dans la cour, mais aussi de d'autres cadavres. Donc, je vais vous les énumérer parce qu'il y en a quand même beaucoup et je ne vais pas manquer aucun détail parce que c'est très important selon le modus operandi, justement, de Dorothée Puente. Alors, on a Bert Montoya, effectivement, qui a été retrouvé dans le jardin. Il est âgé de 51 ans. C'est le 3e cadavre qu'ils ont retrouvé. Il avait été, selon l'analyse médico-légale, drogué au somnifère, au Dalman, plus à l'alcool. Et il était dans un état catatonique, donc ce qui a causé un arrêt cardiaque, puisque des somnifères mélangés à une trop grosse dose d'alcool peut provoquer un arrêt cardiaque, tout simplement. On a Dorothy Miller, âgée de 64 ans, un ancien vétéran de l'armée qui va être retrouvé dans le jardin. Donc, à date, on en a 2. Le 3e, c'est Benjamin Fink, 55 ans. C'était un alcoolique, selon la presse. Donc là, on en a 3. On a Leona Carpenter, qui est âgée de 78 ans. Elle était veuve et malade, décédée, selon le premier rapport, comme étant un overdose de drogue. Donc, c'est assez intense, à 78 ans, mourir d'une overdose de drogue. Quelle drogue, ils ne l'ont pas précisé. Ils n'ont pas précisé si c'était des somnifères, si c'était des médicaments pour une maladie quelconque mentale, on ne sait pas. Mais c'est quand même étrange. La 5e, Betty Palmer, qui est âgée de 78 ans. Encore une fois, aussi, elle avait des somnifères, du Dalman et de l'alcool. Ensuite, le 6e, c'est James Gallup, qui est âgé de 62 ans, la même chose. Et pour terminer, le 7e cadavre, c'était celui de Vera Faye Martin, qui est âgée de 64 ans. Par contre, elle, selon la police et l'analyse médico-légale, elle serait décédée d'une intoxication au monoxyde de carbone, donc elle aurait été enterrée vivante. Plus, ils ont retrouvé de la terre en dessous de ses ongles, donc comme si elle avait essayé de gratter la terre pour pouvoir sortir du trou. Et malheureusement, elle a manqué d'air. Il y a aussi d'autres morts qui vont être attribuées à Dorothée Puente, dont celle de Ruth Monroe. Donc, les policiers, pendant l'enquête, vont décider d'exhumer le corps de Ruth, de faire des analyses et eux aussi ils vont découvrir que le corps contenait des somnifères, du Dalman, de l'alcool. Mélangé avec des herbes, je crois, donc le thé, effectivement. Dorothée donnait du thé à Ruth et c'est ainsi qu'elle est décédée. Il y a aussi un autre cadavre qui va être retrouvé. Cette fois-ci, va être retrouvé près d'une rivière, donc de la rivière Sacramento. Dans une valise ou un coffre,
on a retrouvé le cadavre de Everson Gilmour, qui est âgé de 77 ans. C'était un homme qui avait commencé à discuter avec Dorothée au moment où elle était en prison. Une des fois où elle était allée en prison, parce qu'elle est allée beaucoup de fois en prison. On a arrêté de calculer à partir de là. Et ils ont commencé à discuter ensemble. Puis quand est venu le tour de Dorothée de sortir de prison, c'est Gilmour qui est venu la chercher et qui l'a ramenée à la maison au 1426 rue F Street. Puis elle lui a demandé s'il voulait rester quelques jours. Il a accepté. Et à partir de là, la famille de Gilmour n'a plus jamais reçu de nouvelles de lui. Donc, il est chez Dorothée. Dorothée est accusée de meurtre. Gilmour n'est jamais retrouvé. Son cadavre est retrouvé dans une valise. Donc, on peut facilement constater que c'est Dorothée qui l'a assassiné. Il n'y a pas vraiment d'autres mises en scène qui peuvent être inclus là-dedans. Comme 9 cadavres, 9 morts très suspectes qui sont attribués à Dorothée Puente, mais elle dit que non, elle a absolument rien fait, c'est des circonstances, ils ont disparu, puis c'est peut-être un autre chambreur, c'est peut-être. Il y a souvent des peut-être dans ce qu'elle va dire, mais elle va tout nier de A à Z. Elle fait vraiment du déni, et même quand elle va être arrêtée, à un instant, il y a un policier qui va l'entendre dire merci en voulant dire comme elle est soulagée enfin de s'être fait prendre, mais ça ne suffira pas pour qu'elle avoue les meurtres. C'est le 9 février 1993 que le procès de Dorothée Puente va commencer. Il ne durera que 5 petits mois. Elle va être inculpée pour les 9 meurtres que je vous ai mentionnés. C'est le 24 août 1993 que Dorothée Puente va être jugée et inculpée pour 3 meurtres seulement, dont celui de Burke Montoya, de Ruth Monroe, ainsi que de Everson Gilmour, parce que les autres meurtres, les autres cadavres, ben, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins, il n'y a jamais personne qui ont signalé leur disparition. C'était des personnes qui n'avaient pas de famille, qui n'étaient même pas enregistrées, donc c'était des gens vraiment oubliés du système gouvernemental, tout simplement. Et elle va être condamnée à la peine de mort, soit par la chaise électrique, mais le juge ne sera pas en mesure de garder ce poids-là sur ses épaules. Il était capable de condamner une grand-mère à la chaise électrique, donc sa condamnation va être transformée en peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Et c'est en 2011 que Dorothée Puente va décéder tout simplement. Et autour de tous ces meurtres, il y a des théories qui vont arriver sur le net. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment comme être persuadés que Dorothée avait un complice. Effectivement, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit parce qu'une vieille dame de sa corpulence aurait eu beaucoup de difficultés à descendre un cadavre du 2e étage jusqu'au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée jusqu'au jardin, de creuser des trous et d'enterrer les cadavres puis de remettre la terre toute seule. Ça lui prend vraiment un complice. Et à l'heure qu'il est, ben, presque tout le monde qui faisait partie de l'enquête sont décédés, à part certains policiers, mais l'enquête elle est clos, Dorothée est décédée, donc il n'y a pas vraiment de quoi rouvrir une enquête pour voir si Dorothée avait pas un complice, et sans doute que son complice aussi est décédé. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de réouvrir le dossier, mais par contre, cette théorie-là tient vraiment la route parce que Dorothée n'aurait pas été en mesure de faire tout ce qu'elle aurait fait seule. Ça lui prend vraiment quelqu'un. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient à peut-être à un amour secret, un homme secret, un frère peut-être, ou un ami de longue date que personne n'a jamais comme dévoilé l'existence. Même Dorothée n'a jamais rien dévoilé sur rien. Et jusqu'à ce qu'elle meure, eh bien, elle se disait innocente de tout. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous croyez vraiment que cette vieille dame avait un complice? Est-ce qu'elle trouvait la force nécessaire durant les meurtres d'avoir autant d'adrénaline et d'être capable de descendre des cadavres du 1er étage jusqu'au jardin? Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse dans cette semaine et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous. Gros bisous! Ciao, ciao!